Premier orateur que nous allons accueillir aujourd'hui pour introduire cette journée et la baliser, Olivier Servet, historien, anthropologue, professeur à l'Université de Louvain, professeur à l'IAD. Pour ceux qui le connaissent, ça fait des décennies qu'il nous interroge sur notre rapport au numérique et également dans le numérique, spécialiste des communautés de gamers, des métavers, des jeux collaboratifs, pour le dire rapidement. Et je trouve que la parole d'Olivier, et en tout cas l'interrogation d'Olivier est très pertinente, surtout pour des gens comme moi qui font généralement tête baissée dans le numérique, dans une vision qui est parfois, comme il peut appeler, technopositive, hein. Et donc, le regard critique d'Olivier sera hyper pertinent de mon point de vue sur la manière dont nous intégrons les intelligences artificielles dans notre monde et dans notre créativité. Olivier, Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais attendre qu'on me mette le support. Voilà, génial. Je suis ravi d'être là en fait, parce que d'abord j'ai beaucoup d'amis dans la salle et d'amis, et puis parce que je pense que la question qui nous préoccupe aujourd'hui est une question tout à fait fondamentale. Alors on m'a demandé d'introduire, hein, il y a 2 keynotes, une au début, une à la fin, puis il y a une introduction. D'où vient-on? Où va-t-on? Je n'ai pas la prétention de répondre à la totalité de la question, mais je crois que c'est capital comme historien de pouvoir se pencher sur le temps long et comme anthropologue de pouvoir aussi se pencher sur des choses qu'on ne voit pas toujours quand on est artiste, quand on est technicien, quand on est ingénieur, quand on est informaticien, quand on travaille avec l'intelligence artificielle, je dirais, le nez sur le guidon. Alors, je vais vous baliser les choses en 5 actes, comme une pièce de théâtre. Et le premier acte, il nous renvoie très loin. On a souvent l'impression que juste après la Covid, on a eu une accélération en fait de l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est capital de pouvoir un peu prendre de la distance, de pouvoir prendre du recul et de se rendre compte que le rapport à ce que nous appelons aujourd'hui de l'intelligence artificielle, artificial intelligence, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Alors je ne vais pas vous faire un long cours d'histoire, mais c'est important en tout cas de prendre ce recul. Et vous allez voir que depuis très longtemps, en fait, cette question, elle vient. Alors avant de se pencher sur l'histoire, en termes introductifs, il y a 2 préliminaires qui me semblent fondamentaux. Un, si on veut comprendre l'IA, il ne faut pas uniquement la comprendre comme un projet technique, mais il faut la comprendre comme un projet d'imaginaire, avant d'être technique. Et je dis souvent, l'humain, comme anthropologue, l'humain, c'est un être qui pense, qui imagine le monde avant de le réaliser, avant de le vivre. Et dans ce cadre-là, ça permet de comprendre pourquoi, il y a quelques années, quand un certain Elon Musk a racheté Twitter, personne n'a compris. Tout le monde se disait, mais pourquoi cet individu rachète Twitter? Il a déjà SpaceX, il a déjà Tesla, il a déjà Neuralink, il a déjà une galaxie d'entreprises. Mais en fait, parce qu'il a compris que à travers les réseaux sociaux, et on va venir à l'intelligence artificielle, on a la capacité d'influer sur ses imaginaires. C'est exactement la même chose sur un Jeff Bezos. Hein, vous connaissez Jeff Bezos, patron d'Amazon. Un moment de vendeur de livres. Alors c'est déjà de l'imaginaire quand on vend du livre, puis il s'est mis à vendre de tout. Et puis il a créé une plateforme, Prime Video. Pourquoi de nouveau? De nouveau pour cette question des imaginaires. Alors ça va même plus loin. Hein, la série The Expanse, qui pour moi est une série de science-fiction excellente que vous voyez là derrière, il a financé les 2 dernières saisons avec ses deniers, ce n'est pas un hasard. Je dis souvent, vous voulez être en partie dans la tête de Jeff Bezos sur son futur désiré. Là, par contre, ça fait beaucoup plus peur. Allez voir cette série. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser ce matin, c'est pourquoi l'humain cherche toujours, au fond, à se reproduire en intelligence, à se dupliquer. Et la question est simple, nous sommes une société particulière, une société qu'on appelle une société naturaliste. Les sociétés naturalistes, à contrario de plein d'autres sociétés, sont des sociétés où on distingue les êtres à partir de leur intériorité. Ce n'est pas le cas partout. Mais comme anthropologue, je vous le dis, nous distinguons les choses à partir de l'intérieur. Alors, quand je dis « tu as le cerveau d'une plante », chez nous, ce n'est pas extrêmement bien vu. Dans d'autres sociétés, beaucoup plus. Parce que chez nous, nous distinguons à partir de ce que nous considérons l'intériorité. Et l'IA, qu'est-ce qu'elle amène?
elle amène pour la première fois une potentielle disruption d'intériorité. On trônait là tout en haut et on a le sentiment dans notre manière de voir le monde qu'il y a quelque chose qui va pouvoir la concurrencer. Alors je disais acte 1, c'est pas nouveau cette affaire. C'est pas nouveau. Si vous reprenez, il y en a peut-être qui sont familiers des philosophes de l'Antiquité, il y a plein de mythes qui ont construit notre société, qui renvoient en fait à ces imaginaires, à travers la figure du golem que vous voyez là, à travers d'autres mythes, Talos, Pygmalion. En fait, l'image de l'homme créateur de vie est quelque chose qui est très très ancien. Et la création absolue, je dirais, c'est un être intelligent, parce que souvent dans les mythes, ça se finit pas toujours très 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 bien. Il faudra attendre par contre 1500 ans plus tard, pour que, même un peu plus en fait, 1700, 1800 ans, pour que, à travers deux philosophes que vous connaissez au moins de nom, Descartes et Leibniz, on est au XVIIe, XVIIIe siècle, on commence à penser la pensée comme calcul. Avant ça, l'homme créateur de vie, ce n'était pas du tout une pensée mathématique, ce n'était pas du tout quelque chose de l'ordre de la rationalité. Et donc c'est vraiment les 3-4 derniers siècles où cette question du calcul lié à la pensée va émerger. Donc on est bien avant l'ordinateur. Et j'ai mis une petite note pour me le rappeler. Je crois que c'est capital d'insister sur le fait que ce mythe-là, je m'ancre en Occident pour ne pas vous perdre, mais on les retrouve dans de multiples sociétés, notamment la société chinoise, qui pourrait aussi nous intéresser, les sociétés extrêmes asiatiques. On va retrouver des mythologies équivalentes, en fait, avec cette apparition du double créé par l'humain. Alors, à partir de là, en fait, c'est les imaginaires qui vont travailler. Et je vous ai dit, l'humain pense le monde avant de le créer. Les automates du XVIIIe siècle et toutes les inquiétudes qu'ils vont commencer à apporter. Alors, c'est des noms que vous ne connaissez pas, Vaucanson, Kempelen, vous connaissez Frankenstein. En fait, ce sont toute une série d'auteurs, ce sont toute une série de penseurs qui vont penser des machines vivantes. Et vous avez ici quelques schémas à travers des automates, à travers ce canard bien connu, en tout cas sa figure, qui serait une manière de le représenter sous forme de machine. Bref, une mécanisation de tout ce qui nous entoure. Apparaît déjà, notamment avec Frankenstein, mais pas seulement, l'imaginaire de la créature rebelle. Et vous savez qu'avec l'IA, c'est une des angoisses que nous avons. Est-ce qu'un jour, elle ne va pas se retourner contre nous ? Mais on sent vraiment, à travers cette mécanisation, une transition vers l'ère industrielle. Acte 2. Là, je vous ai balisé 2000 ans d'histoire en quelques minutes. C'est vraiment au début du siècle précédent, 1900-1960, que vont être de nouveau posés les fondements. Alors les fondements, ils ne sont pas technologiques. C'est d'abord de nouveau des fondements d'imaginaire. L'humain a besoin de penser le monde avant de le créer, avant de le transformer. Et donc j'appelle ça des fondements parce que réellement, à travers des créations de mots, et là aussi comme historien et anthropologue, on sait combien les mots ont un impact performatif sur le réel. Le mot robot, par exemple, c'est un mot qui a été créé par un Tchèque, Čapek, en 1920, bien avant que les premiers robots soient même pensés ou créés. Et donc, alors on l'avait dans la littérature de fin du 19e déjà, une série de choses. Le mot est créé en 1920. Le fameux mathématicien de génie que vous avez vu dans plusieurs films notamment et plusieurs livres, Alan Turing, va penser sa machine logique, en fait, une machine capable de penser au sens logique du tout au moins, comme l'humain. Et donc il va penser, imaginer avant de pouvoir créer. Et enfin, la notion même de neurone artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est une notion qui remonte aux années 40. En 1943, une série d'ingénieurs d'origine allemande ou américaine vont commencer à développer en fait cette idée qu'on serait capable de reconstituer des neurones artificiels pour pouvoir développer en fait une intelligence partiellement autonome. Et donc, quand la fiction fournit le vocabulaire de la science, c'est vraiment l'idée qu'il faut retenir. Et ça vous permet de comprendre comment, il y a beaucoup d'artistes dans la salle, vous avez un rôle majeur en fait, à jouer dans cette révolution. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, et comme souvent après les guerres, il y a un optimisme débordant qui se développe. Et il y a un moment clé historique, c'est 1956. 1956, c'est quoi ?
1956, c'est une conférence qui s'appelle la conférence de Dartmouth. Et cette conférence, et vous avez le vrai titre qu'on connaît moins, Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Et ce qui se passe là est symboliquement extrêmement fort, puisque vous avez des scientifiques russes et américains qui vont se retrouver, enfin de l'Est et de l'Ouest, parce qu'il y a des Anglais aussi, et l'un ou l'autre Français, qui vont se retrouver autour du premier projet scientifique autour de l'intelligence artificielle. Donc regardez, on est à presque 60 ans d'aujourd'hui, et c'est la naissance officielle de l'IA. Alors c'est intéressant de voir que déjà, peu de temps après, dans les années 60, Asimov va anticiper les développements que pourraient avoir ces premiers projets de recherche. À travers son fameux Fondation et ses 3 lois de la robotique, il va poser le premier cadre moral avant même toute norme scientifique sur cette question. On est encore dans des débats extrêmement ouverts au niveau scientifique, mais lui va poser déjà toute une série de questions d'ordre moral et politique. On est vraiment dans un contexte de foi dans le progrès rationnel, et donc c'est un auteur de fiction qui va baliser déjà en fait ce qu'il faut prendre en compte ou ce qu'il faudrait prendre en compte pour que le dérapage n'ait pas lieu. Je vous les ai remis là derrière, mais vous les trouvez partout sur Internet. Alors, cet âge des années 60, c'est un âge d'engouement, un âge de promesses technologiques, et dans ces années 60, on va vraiment être dans un rêve de la machine raisonnable. Mais encore une fois, c'est de nouveau les imaginaires, c'est de nouveau la fiction qui va interroger en fait cette croyance dans la machine raisonnable. Et on a plusieurs exemples, j'ai dû sélectionner bien entendu. Et parmi ces exemples, vous avez le fameux HAL 9000 que vous connaissez probablement tous de nom, un film magistral de Stanley Kubrick autour évidemment de 2001 Odyssée de l'espace, mais qui est aussi un livre en fait, de Clarke. Et l'idée c'est, et si ça dérapait? Et donc l'angoisse d'une raison sans affect, froide, psychopathe, qui va petit à petit se retourner contre l'humain. Et ce thème de l'IA qui se retourne contre l'humain, c'est tout à fait intéressant parce qu'on la voit en fait dans toute l'histoire de notre rapport à cette intelligence double de celle de l'humain. Et donc la fiction commence à douter du rêve scientifique, alors que l'armée américaine, l'armée russe, que toute une série de laboratoires de pointe vont être tout à fait dans une dynamique créative. Déjà, des artistes, des auteurs, des autrices vont interroger en fait par la fiction cette réalité, cette promesse. Acte 3. À partir des années 70, on est juste après mai 68, on va avoir un début de désillusion ou alors des fantasmes qui vont s'hypertrophier. Et ça va être 3 décennies extrêmement riches qui vont interroger en fait à travers toute une série de bêta, toute une série de tests, on pourrait dire, qui vont interroger ce qui se joue. Alors ça va être par exemple, et vous le connaissez souvent pas, les débuts de la conversation artificielle à travers un logiciel qui s'appelle ELIZA, qui a été repitché au début des années 2000. Si ma mémoire est bonne, c'est 2005, mais au départ, c'est vraiment les années 60. On avait déjà des embryons extrêmement mécaniques, mais des embryons, en fait, d'une intelligence. Alors évidemment, ici, c'est un logiciel extrêmement prévisible, mais déjà, en fait, la conversation est considérée comme un élément clé de l'intelligence. C'est intéressant quand on voit ce qu'on fait avec ChatGPT aujourd'hui, 1966. Alors, ça va renvoyer de nouveau à des imaginaires, puisque dans Star Trek, déjà à l'époque, la voix de l'ordinateur bienveillant est quelque chose qui entretient en fait cette idée d'une conversation avec la machine. On ne parle pas encore d'ordinateur. Je vous rappelle que l'ordinateur et le terme va être popularisé avec la révolution de la micro-informatique dans les années 70. Donc on est vraiment déjà en deçà de cette transformation. Mais on va glisser d'une intelligence artificielle pensée comme un outil à une intelligence artificielle qui va être pensée comme un interlocuteur. Et vous voyez derrière l'idée de l'interlocuteur, et vous savez que ChatGPT, c'est d'abord un interlocuteur dans l'usage que les gens en ont, et ça pose plein de questions. Ça montre qu'on est de nouveau, encore et toujours, dans cette quête du double, en fait, différent de moi, qui n'est pas un humain, avec qui je pourrais dialoguer.
Alors se développe alors dans les années 80 avec la micro-informatique justement et 90 ce qu'on va appeler des IA expertes, donc des IA balisées, limitées et qu'on dira explicitement pas intelligentes. Alors ça va être une série de systèmes experts, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez là aussi taper les acronymes, vous les verrez, hein, MySyn ou XCON, et qui vont être amplifiés de nouveau par le cinéma particulièrement. Ça va être le film War Games en 1983, hein, avec cet adolescent hacker geek qui va stopper une guerre mondiale par un logiciel de gestion en fait, des anticipations de crise géopolitique, hein, et qui a lui aussi la main sur le bouton nucléaire et qui va être stoppé de justesse. Et donc ça, c'est la partie angoisse. Et puis Terminator, ça, l'angoisse, elle est carrément passée, puisqu'on est dans quelque chose qui a en tout cas dystopé, on va essayer de revenir en arrière. Mais c'est vraiment la peur de l'autonomie militaire. Alors c'est intéressant parce que ces thèmes-là, on est en train aujourd'hui, autour des drones autonomes en Ukraine par exemple, mus par IA, à les revisiter. Et donc encore une fois, 40 ans, 50 ans d'ici, nous trouvons des thématiques dans la fiction qui pose en fait les questions qui se posent aujourd'hui sur le front ukrainien, mais demain en fait sur de nombreux fronts. Et là où c'était un tabou il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, la pratique des choses a tout à fait transformé en fait. C'est déjà le cas sur le terrain. Les hommes se planquent, les humains se planquent face à des drones autonomes dans cette région du monde. Et donc ça montre combien cette structuration de la tension entre promesses économiques, imaginaires apocalyptiques, ce que permet l'IA et puis les angoisses qu'elle génère, est toujours cette trame qu'on va retrouver et qu'on retrouvait déjà dans les mythes de l'Antiquité dont je vous ai parlé. Alors, il y a un petit basculement qui va quand même s'opérer avec l'arrivée d'Internet. Internet, elle va mettre en connexion les choses. Je rappelle Internet, hein, au niveau du grand public, c'est 97 en Belgique, c'est un tout petit peu plus tôt, 2 ans plus tôt aux États-Unis. Et donc, dans cette décennie 90-2000, on va avoir, au-delà de l'objet, au-delà d'une IA dangereuse, angoissante, on va avoir aussi un retour sur qui sommes-nous, nous. Est-ce qu'au fond, nous ne sommes pas dans une simulation? Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans un monde qui est généré, qui est géré par une intelligence artificielle? On le retrouve dans des films ou dans des livres comme Ghost in the Shell, comme Matrix, que vous connaissez évidemment. Et se pose alors la question, au fond, du post-humain. Est-ce que l'intégration d'une IA, hein, et c'est un projet notamment de Elon Musk chez Neuralink, est-ce que la fusion des consciences humaines et numériques n'est pas une perspective vers laquelle nous pourrions aller? Avec une transition, ce n'est plus l'homme contre la machine, mais c'est le début d'une fusion, en fait, avec ces imaginaires post-humains autour de la figure du cyborg, qu'on va retrouver abondamment dans toute une série de littératures. Et donc, ce serait l'homme obsolète, l'humain obsolète, sinon hybridé, si pas hybridé. Et un point de bascule, après Dartmouth en 56, c'est 97. 97, c'est quoi? 97, c'est le symbole du dépassement humain par la machine. Garry Kasparov perd une partie d'échecs, plusieurs, contre l'ordinateur IBM Deep Blue. Et donc on a là les angoisses qui commencent à se confirmer concrètement. Notre intelligence commence à être dépassée par celle de la machine. Alors on va se rassurer, c'est intéressant de lire la presse de l'époque. On va dire oui, mais c'est les jeux d'échecs, c'est prévisible, c'est de la pure rationalité, etc. Et puis on va avoir des cas qui vont se répéter et qui vont aller plus loin et qui vont nous amener à l'acte 4, l'avant-dernier acte, l'image dans le monde des données. À partir de 2000 et avec Internet, l'échange de données va s'accélérer et va commencer à nourrir en fait l'IA de manière beaucoup plus rapide, parce que auto-alimenté par les utilisateurs, notamment les utilisateurs de jeux vidéo. J'en parlais avec Sébastien tout à l'heure en aparté. Les jeux vidéo connectés vont être les premiers, bien avant les réseaux sociaux, donc on est fin des années 90, début des années 2000, vont alimenter abondamment la prise de données en fait, pour alimenter des IA.
Les designers de jeux vidéo vont souhaiter avoir notamment des interactions avec des bots ou avec des PNJ, des personnages non joueurs, beaucoup plus réalistes. Et pour ce faire, vont développer des embryons d'IA discursifs, d'IA interactifs, d'IA de dialogue. Et pour ce faire, ils vont utiliser en partie les données de leurs utilisateurs. Alors, on a déjà toute une série d'embryons sur lesquels je ne vais pas revenir, je donne un cours là-dessus en master, mais c'est intéressant de se rendre compte que c'est un des pères de l'imaginaire de ce dont on parle aujourd'hui, Lucasfilm, et donc avec ce fameux grand réalisateur de Star Wars, qui va aussi être un des premiers à concevoir un métavers dont il espérait être un jour mu en partie par l'ordinateur, c'est-à-dire par une intelligence artificielle, pour mouvoir des personnages non joueurs, et ce lieu s'appelle Habitat. Et puis il y en aura toute une série d'autres, Habbo, Second Life, jusqu'au premier succès majeur en termes de jeu de rôle massivement multijoueur, qui est World of Warcraft. Et à partir de là, en fait, les choses vont s'emballer. L'IA et le gaming vont converger. La prise de données, avant même les réseaux sociaux, va s'impacter. Il faudra attendre 6-7 ans. Et puis avec Facebook, les réseaux sociaux vont prendre le relais en termes d'alimentation en fait, de ces données pour l'IA. Et donc l'IA prend du monde à ce moment-là. Et on est dans les 15 dernières années, on se rapproche d'aujourd'hui. Internet, Big Data, Deep Learning, apprentissage profond. Et avec Siri notamment, l'iPhone va innover, il sera vite rejoint par les autres, autour d'une intelligence artificielle dialogique qui a même une voix et avec lequel on peut interagir dans notre poche, puisque cet iPhone, on l'a tel un chapelet virtuel à disposition. Alors le film Her de 2013 montre bien comment cette relation affective à la machine et la relation à notre smartphone est une relation affective, pas seulement une relation technique ou cognitive, est à l'œuvre en fait aujourd'hui, est à l'œuvre à ce moment-là. L'IA devient intime et non plus seulement utile. Alors, on aura toute une série d'autres déploiements, et la surprise devient le signe de l'intelligence de cette IA. Elle n'est plus prévisible. Elle devient une intelligence qui nous étonne, qui nous surprend, qui nous dépasse, voire qui nous trompe, voire qui est plus rusée. Les choses continuent, et à travers la série Westworld, que vous connaissez sans doute, ça va même beaucoup plus loin, ce n'est plus l'IA qui est prévisible, c'est l'humain qui devient prévisible pour l'IA. Et donc on a un renversement identitaire fondamental qui est, au fond, nous sommes facilement prévisibles avec toute une série de théories en psychologie cognitive et du comportement. Et donc la question de l'émotion et de la conscience deviennent au centre en fait, des discussions autour de cette intelligence artificielle. Alors j'en arrive au dernier acte, l'acte 5, l'IA contemporaine, c'est les 5 dernières années. L'hyperactivité durant la Covid, notamment digitale, elle a permis de recueillir en fait une masse d'informations tout à fait colossale, parfois un tout petit peu borderline en termes de respect de certains droits, et ce qui permet de comprendre pourquoi, au fond, l'IA est arrivée juste après. Pourquoi? Alors elle existait bien sûr, et je vous l'ai montré, mais pourquoi cette explosion juste après? Parce qu'on avait nourri en fait du côté de Teams et de Microsoft, du côté de Zoom, du côté de toute une série de pratiques, le digital s'était amplifié dans des tas de pans et secteurs de nos vies qui n'étaient pas nécessairement accessibles auparavant, qui n'étaient pas nécessairement digitalisés auparavant. On a tout digitalisé et à partir de là, en fait, on a une dimension assez complète, ce qui entraîne un basculement. Zuckerberg l'avait compris puisque peu de temps après, on est encore durant cette période Covid, le 28 octobre 2021, il annonce officiellement que Facebook est rebaptisé Meta. C'est la plus grande erreur économique probablement de l'économie numérique parce que le métavers ne va pas marcher. Mais derrière, il y a l'intuition quand même de ce turn autour de l'intelligence artificielle, de ces métavers qui pourraient nous faire interagir avec des non-humains digitaux, numériques, émus par une forme d'intelligence. Et donc, ce basculement, c'est peut-être le 3e terme symbolique, Dartmouth, Deep Blue, et puis ce basculement-là, en termes en tout cas d'impact global. Et je parle aujourd'hui comme anthropologue de génération artificielle, on a parlé de génération
Digital natives, ben aujourd'hui on peut parler de digital artificiel à travers toute une série d'intelligences artificielles. On a les premières générations de jeunes qui vont être biberonnés en fait à cette intelligence, ils l'utilisent tout le temps. Et donc l'hybridation, telle dans Cyberpunk 2077, elle est totale et elle est en cours. Et elle doit poser toute une série de questions, et je terminerai par là. Questions autour des enjeux éthiques et politiques. L'IA, elle est biaisée parce qu'elle est façonnée par les données qu'on lui donne. Et quand on ne lui donne pas de données, Apple a refusé d'utiliser les données de ses utilisateurs pendant longtemps. Ça l'a obligé à acheter des banques de données et ça lui a fait avoir un retard. Et donc, biais liés aux données. La question de la surveillance et de l'angoisse dont j'ai parlé. La question de la désinformation. Et on voit combien Black Mirror n'est pas loin à un certain moment. Regardez ce qui se passe en Chine, regardez ce qui se passe en Inde, peut-être vous ne savez pas, mais on a des logiciels de surveillance de masse qui sont mus par de l'intelligence artificielle. On n'est pas dans Black Mirror, on est dans la réalité aujourd'hui. Et c'est en train de se développer, c'est en train de s'accélérer. Ça s'accélère dans la vie sociale, dans le monde de la santé. 280 millions de consultations de psychologistes, une IA de consultation psy, donc c'est pas ChatGPT, mais imaginez quel psy pourrait faire autant. On l'a dans l'éducation, dans la mobilité, dans les émotions. Certains refusent, ont envie de reculer, à l'image dans Dune 2021, ces machines pensantes qui font peur, donc on retrouve cette tension. Et puis toute une série de scénarios du futur qui ne sont pas balisés, utopie, dystopie ou hybridation, c'est difficile à dire, vers une intelligence artificielle générale, à l'image de celle qu'on a vue dans de multiples scénarios de science-fiction. Toujours est-il que la création artistique, elle sera inévitablement impactée. Elle est déjà impactée, largement. Souvenez-vous, pour les plus anciens dans la salle, ou les pas si plus anciens d'ailleurs, le Next Rembrandt, un personnage créé sur base de tous les canaux narratifs de Rembrandt et qui aurait pu en fait être créé par l'auteur. On va avoir déjà là, et ça fait 10 ans déjà, en fait, ce basculement, on va déjà avoir là l'IA comme un miroir esthétique et émotionnel, à l'image d'un miroir social. Alors je termine. Et ma conclusion, elle est simple, et l'idée, vous l'avez compris, c'est ni d'être pessimiste, ni d'être trop optimiste, juste réaliste. On sait que l'humain est ambivalent, l'humain est toujours en tension en lui-même et dans sa structuration sociale, et l'IA, ce n'est qu'une étape en fait de cette grande transformation digitale que nous avons connue. Et donc l'IA n'est pas seulement un outil, mais c'est vraiment un révélateur anthropologique de qui nous sommes et de cette quête notamment de l'autre absolu qu'on va chercher parfois dans les étoiles, mais qu'on va aussi chercher dans la création qu'on pourrait lui donner vie. L'IA ne pense pas encore aujourd'hui, en tout cas c'est ma conviction, mais elle nous force en fait à repenser ce que penser veut dire. Et ça c'est tout à fait capital parce que c'est une question philosophique fondamentale de toutes nos sociétés. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, Olivier, pour cette fresque